On veut être autonome financièrement, mais aussi on veut que ça ait du sens, on veut que ça contribue. Surtout, on est dans une société où on voit plein d'inégalités, etc. Quand on est sensible à ça, on se dit ouais, mais je veux me sentir bien dans ce monde-là. Mais en même temps, pour ça, il faut participer dans un système capitaliste. Ah, je me sens comme coupable. Ouais. Donc, il y a comme... Et moi, je suis comme à chaque fois entre les deux, de me dire entre mes valeurs, mais entre mes besoins, entre... Donc, comment naviguer ça? Bonjour tout le monde, mon nom est Hugo Labrec, je souhaite la bienvenue au podcast Outside the Box Culture financière. Mon invitée d'aujourd'hui, elle est conférencière, elle est impliquée dans plusieurs organisations sociales, académiques, industrielles et gouvernementales. Elle est également auteure du livre Le déclic du fric. Je vous présente Thaïssa Waldron. Merci pour l'invitation. Bonjour Hugo. Ça va bien? Très, très bien. Ben oui, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Oui, parfaitement. Super, je l'ai pratiqué avant qu'on enregistre, je voulais faire attention aux détails. C'est bon. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir sur le podcast. Merci à toi pour l'invitation. C'est toujours un honneur de parler d'argent avec d'autres personnes qui pensent outside the box. Exact, on parle de cash aujourd'hui, ce que les gens n'aiment pas parler au Québec, mais on va en parler, puis je crois que tu as une belle façon de l'approcher. Puis tu as un sujet un peu plus niché aussi sur lequel on va parler aujourd'hui. Le livre que tu as écrit, c'est une méthode pour aider les femmes à gérer sainement leurs finances. Donc, il y a des principes qui s'appliquent à tout le monde, mais il y a aussi des particularités qui s'appliquent aux femmes. Exactement. Donc, j'aurais aimé ça que tu m'expliques un petit peu en partant à la base, c'est quoi le déclic du fric? Le déclic du fric, ben c'est ça. C'est ce côté où, tu sais, on a tous un peu cette intention de gérer son argent, d'avoir une meilleure relation, en tout cas d'éliminer la gêne qu'on peut avoir avec l'argent. Donc, il y a l'option, on veut toujours déléguer à quelqu'un, mais en tout cas, on a l'intention. Et puis après, il y a l'action. Et je me dis que entre les deux, c'est là où généralement où ça bloque, où on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop ce qu'on a envie, et puis c'est là qu'on procrastine. Et puis entre les deux, il y a le déclic. Donc le déclic de vouloir passer à l'action, le déclic de vouloir justement changer les choses, mais pour ça, il faut ce petit coup de pouce, surtout quand il s'agit d'argent. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle le déclic du fric, parce qu'il faut avoir le déclic du fric avant de passer à l'action. Donc, si je comprends, le déclic est dans la phase 2, si on veut. Donc, il y a y penser, il y a le déclic, puis il y a passer à l'action. C'est ça. En fait, il y a plusieurs étapes. En fait, on pourrait dire même que, tu sais, il y a des gens qui sont dans le déni de leur situation financière. Je préfère pas en savoir. Mais finalement, on gère de l'argent tous les jours parce qu'il faut payer des choses. Mais après, il y a ceux qui ont quand même l'intention de se dire non, je devrais quand même faire un minimum d'efforts, je devrais faire quand même quelque chose, mais on ne sait pas trop. Et donc, l'idée, oui, c'est la deuxième phase de se dire bah, je veux un déclic parce que maintenant, je sais ce que je dois faire, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais de quoi je peux, sur quoi je peux agir, etc. Et puis là, je passe à l'action. Mais parfois, même, on reste bloqué parfois au déclic. Mais donc, ma mission, c'est justement de dire OK, il y a l'intention. On part d'un point de départ, de se dire OK, j'ai cette intention, par exemple, d'investir, de commencer à épargner. Quelle est la première action que je peux faire? Bah, par exemple, c'est parler à une personne compétente, prendre rendez-vous avec sa banque, etc. Bah, pour ça, après, moi, je vais venir donner le petit déclic de dire bah, y a pas mort d'homme de parler d'argent, par exemple, avec sa banque, ou ça prend 2 minutes pour appeler, prendre un rendez-vous, ou ça prend 30 secondes pour trouver un contenu en ligne, pour consommer, justement pour savoir comment épargner, etc. Donc, c'est un peu ça la méthode du déclic du fric, c'est ça, c'est d'aider les gens en fait à créer un environnement qui leur donne envie de passer à l'action, qu'ils puissent aussi comprendre quelles sont leurs barrières, quelles sont les possibilités qu'ils peuvent avoir accès. Donc, c'est toute cette zone d'ombre qu'on n'en parle pas, alors que pourtant, elle est bien présente. Oui, puis je suis d'accord avec toi que même si tu ne veux pas, tu es quand même confronté à l'argent à tous les jours parce que tu la dépenses, tu travailles pour en gagner, puis elle est répartie d'une façon, mais tu peux, en ayant le déclic, comme tu dis, de pouvoir un peu plus prendre le contrôle de la façon que tu l'as répartie. Exactement. Bah, en fait, moi, en plus, avec l'idée du déclic, c'est de dire en fait aux gens qu'ils peuvent gérer leur argent avec leurs propres règles. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des règles établies, qu'on doit suivre, en tout cas, gérer son argent de telle manière, on doit épargner les 35%, etc. Et donc, pour beaucoup de personnes, c'est pas possible. Pour beaucoup de personnes, bah, c'est pas ce dont ils ont envie de faire. Ou par exemple, de dire, vu qu'on parle d'investissement aujourd'hui, de dire, bah, épargne de l'argent pour mettre sur ta mise de fonds pour l'immobilier. Bah, y a plein de gens qui n'ont pas envie d'investir en immobilier, etc. Donc, finalement, ça crée une friction parce qu'on se dit, bah, je devrais le faire parce que ça reste comme une règle. Quand on doit le faire, on ne sait pas qui a défini ces règles, mais en même temps, on se dit, mais c'est pas aligné avec ce que j'ai envie. Et puis, avec l'idée du déclic, c'est de se dire, bah, en fait,
explorant ensemble qu'est-ce qu'on a envie de faire, son pourquoi de l'argent. Je parle beaucoup de ça, de son pourquoi à la fois, pourquoi on a envie d'épargner ou de faire telle chose, mais aussi au service de quoi son argent doit servir. Parce que ça aussi, c'est une question que on peut investir son argent, mais finalement, si on ne lui donne pas un sens, ben, on n'a pas forcément envie de le faire fructifier ou finalement, on le fait sans vraiment grandes intentions. Oui, ça a un impact sur la relation qu'on a avec. Puis comme tu disais, que si quelqu'un croit qu'il y a une méthode militaire d'épargner, ou est-ce que tu vas épargner pour ta mise de fonds pour la propriété, puis la personne n'en veut pas, ça pourrait lui donner un certain dégoût de l'argent ou de ne pas vouloir de peut-être confronter la situation parce que c'est pas leur mot à eux, puis c'est pas ce qui s'applique à eux. Exactement. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'apporter une alternative à la manière de gérer son argent, à la manière de penser l'argent, mais tout aussi en invitant les gens à penser des choses dont on n'a pas envie, notamment nos croyances sur l'argent, notamment, c'est pour ça que je dis d'explorer sa psychologie financière. C'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Ouais. Donc parler, par exemple, d'identifier, de mettre des mots vraiment, par exemple, si on a subi un traumatisme économique, un traumatisme financier, en quoi il influence justement notre relation aujourd'hui, en quoi il influence nos décisions ou notre inaction. Donc, tous ces sujets-là, finalement, il faut mettre un mot dessus, il faut qu'on en parle. Ouais. Donc, c'est aussi un sujet dans lequel j'aborde dans le livre, mais de façon générale dans mon travail. Mais tu l'apportes de façon générale, mais tu l'apportes aussi avec une touche de féminin. Puis, ce qui m'amène au deuxième point que j'ai discuté avec toi, pourquoi les finances au féminin et pourquoi les finances chez les femmes? Qu'est-ce qu'il y a de différent chez les femmes que chez les hommes? C'est drôle, on me pose tout le temps cette question. Dès qu'on voit affiché un peu féminin, on se dit que c'est uniquement pour les femmes. En effet, je travaille beaucoup avec les femmes, mais j'aime bien dire aussi que mon regard féminin sur l'argent est juste une approche différente. C'est pas une approche de dire que les femmes sont ci et les hommes sont comme ça. C'est pas du tout l'intention, en tout cas. Il y a des croyances populaires sur ça. Là, non, oui, c'est ça. Mais je sais qu'il y a des croyances populaires sur ça. C'est pour ça que je profite à chaque fois qu'on me pose la question, l'occasion de dire que, en effet, il y a des constructions, on va dire, sociales qui font que les femmes agissent d'une certaine manière avec l'argent ou qu'on perçoit, hommes ou femmes, qu'on perçoit comme par exemple les femmes qu'elles sont dépensières, qu'elles ne savent pas gérer leur argent, etc. C'est des constructions sociales que nous avons, hommes ou femmes. Et là, l'idée d'approcher le regard féminin, c'est justement de déconstruire ces images qu'on peut avoir là, ces croyances qu'on peut avoir sur les femmes, pour que justement on puisse se dire, si on laisse ça de côté et puis que finalement on prend en considération qu'une femme peut être une actrice économique à part entière, parce qu'on est toutes différentes, on a toutes des ambitions différentes, etc. Et puis, si on nous prend tel que l'on est, et qu'on enlève justement cette barrière de dire que je ne sais pas gérer mon argent. Ça permet à chacun de prendre son rôle puis de faire sa part dans exactement. La société. À la fois, moi, par exemple, en tant que femme, de me dire, en fait, je ne suis pas cette dépensière, je ne suis pas celle qu'on projette sur moi. L'étiquette qu'on m'a attitrée. Exactement. Donc, je peux aller, par exemple, solliciter de l'aide, je peux affirmer mes ambitions, je peux mettre en place, etc., par exemple, de commencer à investir sans qu'on considère comme frivole ou vénal ou autre chose. Et puis de l'autre côté, la personne qui est en face, que ce soit un homme ou une femme, qu'elle puisse considérer que je ne suis pas ça, je suis autre chose, je suis justement quelqu'un qui a envie de créer en tout cas un environnement dans lequel je peux atteindre mes ambitions, dans lequel je peux m'épanouir, etc. Donc c'est un peu cette discussion, c'est pour ça aussi que j'ai voulu adresser les enjeux féminins, parce qu'il y en a, ils sont là et malheureusement, on n'y peut rien. Il y en a que je connaissais pas parce que moi, j'ai pas quelque chose qui revient à chaque mois là, que les femmes ont, mais je l'ai découvert à travers ton livre où est-ce que justement il y a des engagements financiers que les femmes ont, que les hommes ont pas, puis quand c'est pas une réalité qu'on vit, ça n'existe pas dans notre tête. Donc, je pense à plein de points. La responsabilité des enfants, souvent, elle va être attitrée à la femme. Les dépenses de soins personnels aussi qui vont être à la femme. Tous des points que moi, j'envisageais pas parce que je suis un homme, puis moi, je peux m'arrêter sur le bord de la route, puis faire ce que j'ai à faire, puis rembarquer dans mon char après. Fait que je ne vis pas la même réalité. Exactement. C'est un très bel exemple, en effet. Donc, ça vient du fait qu'on gagne moins d'argent, ça c'est un fait. Pas toutes les femmes, mais de façon générale, encore une fois, on va faire une grande moyenne générale, on va parler de façon générale. Les femmes gagnent moins que les hommes, donc on part déjà de base avec moins d'argent. On a les mêmes dépenses, plus des dépenses complémentaires, que ce soit sur l'hygiène féminine, que ce soit sur notre apparence, etc. Ça, c'est un fait, on dépense plus. Après, quand tu arrives à la retraite, on cotise moins, parce que si on a des enfants, il y a toutes ces choses où on cotise moins pour la retraite. Aussi, où est-ce exactement. qu'on a une période non rémunérée. Exactement. Et arrivé à la retraite, on est aussi une grande majorité à vivre plus longtemps, donc finalement plus susceptible d'être en précarité à ce moment-là aussi également. Donc c'est là où je parle que l'enjeu, par exemple, quand on parle dans la finance générale ou des investissements, ça va être de combien d'argent on peut investir, combien d'argent on peut se faire. Mais finalement, la question, quand il
s'agit de femmes, c'est de combien d'argent elles peuvent garder, en fait. Parce que même si, en effet, je gagne plus, mais si tout me coûte plus cher, Exact. en fait, quoi qu'il arrive, je continue à avoir moins d'argent que, par exemple, un homme. Ou par exemple, pour d'autres parties de la population, etc. Donc, c'est cet enjeu-là, c'est ces enjeux-là que j'aime bien apporter, mettre un éclairage dessus sur le livre. Oui, puis sans se casser la tête, c'est vrai que juste en partant avec l'espérance de vie, où est-ce que nous, quand on fait des plans financiers de retraite, là, souvent on va évaluer l'homme à 85 ans, la femme à 90, là, selon les dernières données qu'on a eues, ben, de partir avec le même montant de départ, d'avoir 5 ans supplémentaires à vivre, ben, ça peut avoir un impact majeur quand même sur la préservation du capital. Exactement, surtout quand les soins aussi nécessaires sont différents, quand les besoins sont aussi différents. Donc, en effet, c'est des choses qu'on doit tenir compte, non pas uniquement en termes d'années, mais aussi quels sont les besoins qu'on peut avoir, qu'on n'imagine pas. Ouais. Donc aussi la question de la vulnérabilité que les femmes peuvent subir quand elles sont plus âgées, etc. Il y a par exemple, de se dire, OK, si on doit penser à la maison de retraite, si on doit penser où est-ce qu'on va vivre quand on sera plus vieille, etc. Ça aussi, c'est un enjeu de sécurité, c'est un enjeu de qui va s'occuper, Donc, tous ces enjeux-là, finalement, on n'y pense pas forcément quand on est un homme parce que, voilà, c'est... Ben, on vit dans notre propre réalité. Puis Exactement. je crois que tout le monde, en tant qu'être humain, vit en croyant qu'on est le personnage principal. Là. Mais au final, on est une goutte d'eau dans l'océan, là, chacun. Là, mais on aime croire qu'on est important. Là. Tous ces enjeux-là que tu as énumérés, il y a quand même de l'évolution à travers les années, mais on n'est pas encore rendu là, de ce que je comprends. Bien sûr. Heureusement, sinon je pense que j'aurais pas été là en train de parler d'argent. T'aurais pas eu le droit. Voilà, j'aurais pas eu le droit. Donc heureusement, oui, il y a des évolutions, en effet. C'est pas non plus, je vais pas dire que rien ne change. Il y a des évolutions, il y a des choses qui changent, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et donc, il est jamais trop tard, il est jamais trop tôt pour en parler. Et c'est pour ça que j'adresse ça. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, notamment sur l'inclusion économique des femmes de façon générale. Parce qu'encore une fois, on n'est pas toutes pareilles. Si on parle aussi, je parle beaucoup aussi dans mon livre de la question de la classe sociale, c'est plus là la différence qu'on pourrait en parler, etc. Donc, il y a tous ces enjeux-là de classe sociale, etc. Donc, l'accès, on va dire, à la construction du patrimoine est encore loin d'être attribué à tout le monde de façon générale. Mais on voit quand même de plus en plus de femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat puis des affaires, là, parce que le contenu qu'on fait, il est pour tout le monde, mais ceux qui écoutent le podcast vont se rendre compte qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Là, donc, ça, c'est une bonne chose qu'on le voit. Puis, je veux revenir aussi sur, tu as dit qu'il y a du travail à faire, puis il y a un travail à faire. Parlons-en un peu, là, dans le fond, du travail à faire. Là. Est-ce que tu veux... on va pas énumérer le livre au complet, mais est-ce que tu veux quand même nous donner des repères ou aux gens qui nous écoutent les étapes, selon toi, du travail qu'il y a à faire? Là, comment est-ce qu'on peut commencer à faire ce travail-là? Dans le livre, je développe la méthode du déclic du fric qui est en 4 étapes. Donc, qui est la première étape qui est la déconstruction, justement, qui est la base pour moi de la compréhension de sa situation financière au-delà des chiffres. Donc, par déconstruction, j'aime bien inviter les gens à imaginer comme un jeu de Lego. Il y a plein de pièces. C'est de comprendre quelle pièce on va emboîter, quel est le rôle de chaque pièce, etc. Pour sa relation avec l'argent, c'est pareil. De se dire, quels sont mes premiers souvenirs avec l'argent, quelles sont mes croyances, quels sont mes traumas, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai peur de demander ça, etc., d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue aussi collectif, parce que l'argent, certes, on parle à l'individuel, mais avant d'être individuel, c'est collectif. Exact. Donc, de réfléchir aux deux niveaux. Et puis ensuite, il y a la deuxième étape que je parle justement d'explorer. Donc là, c'est de se dire, OK, quels sont les changements que je peux faire? Quelle est la zone de contrôle que je peux avoir sur mes finances? Quelles sont les opportunités? Et puis là, vu qu'on parle d'investissement, j'aime bien dire quels sont les investissements à contre-courant que je pourrais faire qui sont alignés avec mes valeurs? Donc là, j'invite beaucoup les gens à réfléchir comme un détective, en fait, de réfléchir, de dire, OK, il y a cette opportunité, mais pourquoi elle fonctionne comme ça, etc. Donc, cette curiosité. Et ensuite, une fois qu'on a ça, en fait, je me dis, la troisième étape, c'est de reconstruire sa relation avec l'argent. Là, c'est le plan d'action, de dire, OK, je sais que ma situation actuelle, elle est comme ça. Mes conflits avec l'argent ressemblent à ça. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, je vais reconstruire cette relation. Donc, c'est un peu le plan d'action. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quel est le changement que je vais faire? Et une fois qu'on a ça, il faut expérimenter des choses. Ça, c'est la quatrième étape. Donc, on ne peut pas juste imaginer si on n'expérimente pas. Et donc, moi, la meilleure solution, c'est d'approcher les choses un peu comme vraiment une expérience, de dire, OK, je teste une petite partie, je gagne en confiance, je refais des choses, je prends une petite décision, j'en prends une plus grande, etc. Parce que tout est là, en fait. La question de l'argent est surtout une question de décision financière. Et donc, c'est comment on se sent à l'aise à prendre des décisions? C'est en prenant des toutes petites. Oui, je suis d'accord. Puis le changement commence toujours par un premier pas. Là. C'est normal. Mais c'est le plus dur. Oui, exactement. Puis, tu sais, l'étape de la déconstruction, la première étape que tu as parlé,
ben, elle rend vraiment inconfortable de le faire parce que là, on s'expose à nos mauvaises habitudes, on s'expose à nos mauvaises croyances, puis là, on doit arrêter la mélodie puis recommencer avec des nouvelles notes, là. Combien de temps est-ce qu'une personne qui nous écoute, qui a envie de mettre ça en place puis commencer le travail, pourrait s'attendre? Tu sais, je sais que c'est différent d'une personne à Mhm. l'autre, là, mais selon toi, de commencer ce processus-là, de le mettre en action, de déconstruire, d'explorer, combien de temps est-ce qu'une personne pourrait se donner comme objectif de dire, ben, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ou peu importe, là, selon toi, tu dirais que c'est combien de temps environ? Mais en fait, je pense que déjà, il faut déconstruire l'idée qu'on doit être parfaite ou parfait avec l'argent. Je pense que c'est ça aussi, on veut atteindre cette perfection, on veut se sentir à l'aise en tout temps. Mhm. Moi, je dis qu'en fait, il y aura des périodes où on va se sentir totalement à l'aise avec sa situation financière, d'autres non. Et c'est pas une question d'argent, de chiffres en tout cas. Parfois, on aura beaucoup d'argent, mais on va se sentir comme pas à l'aise avec ces situations-là. Donc moi, je dirais que c'est pas une question de... Faut pas chercher à combien de temps on peut avoir, mais par contre, on peut consacrer ne serait-ce que déjà 1 heure à se poser juste quelques questions, de se dire, OK, mais quel est mon inconfort? Quels sont Ouais, les points forts? Et puis justement, on peut se rendre compte aussi qu'il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a des croyances aussi qui sont bonnes, qui sont là pour nous protéger. Notamment, par exemple, de se dire qu'il faut épargner, de se ouais, dire que comment fonctionne l'argent, etc. Que gagner de l'argent, c'est un système qui est simple, que c'est un jeu. Si on a ce type de ouais, croyances-là, elles sont quand même positives. ouais, Donc finalement, c'est de se rendre compte, c'est inconfortable, certes, mais il y a beaucoup de choses aussi, tout n'est pas à jeter. ouais. Donc je dirais de commencer déjà avec 1 heure, de se poser avec soi-même. Je sais que c'est inconfortable, mais se poser ces questions, juste de comprendre, OK, mais à quel moment je prends cette décision-là? Pourquoi je réfléchis de cette manière-là? Pourquoi je me juge, en fait, de ma situation financière alors que les autres ne me jugent pas? Pourquoi je me juge Ouais. sur ça? Donc déjà, ne serait-ce que ça, c'est déjà gagner en confiance de se dire, OK, je sais qui je suis. Parce que la problématique, peu importe dans notre vie, c'est l'incompréhension de qui on est finalement. Et quand il s'agit Ouais, d'argent, on a tendance à créer comme une sorte d'identité. Justement, et quand je parlais tout à l'heure des classes sociales, on définit comme une identité. C'est juste une identité sociale, ouais. même pas, on devrait même pas dire Selon le ça. revenu, la valeur C'est nette juste ou... un statut que Ouais, finalement on ne définit pas, mais si finalement on arrive à se détacher de dire ah ben finalement je suis quelqu'un d'assez organisé de façon ouais, générale, donc je peux appliquer ça à mes finances, je suis généreux de telle et telle façon, mais c'est d'en prendre conscience en fait. exact. Exact. Puis j'aime que tu as touché le point que tout le monde qui a envie de mettre en place des changements se fait des projections linéaires. Puis il va y avoir des périodes qui seront pas stables, puis qui vont être plus difficiles. Puis, ben, là, on enregistre en ce moment dans une situation où est-ce que l'économie est incertaine. Puis, ça vient démontrer justement cet aspect-là, où est-ce qu'il n'y a rien de garanti, puis c'est jamais un fleuve tranquille non plus, là. Donc, d'embrasser un peu les certitudes, ça peut aider à réduire l'anxiété là, relative à l'argent. Ouais. L'argent est émotionnel en tout temps en fait. On est heureux d'en avoir, on est heureux de ne pas en avoir, on est triste d'en avoir, on est triste de ne pas en avoir. C'est comme, tout dépend des moments, tout dépend justement, comme on disait, là tu montrais que l'économie actuelle, elle n'est pas du tout stable. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont de l'argent de côté, qui malgré ça, en fait, s'en stressent totalement, Ouais, juste parce que l'économie à l'extérieur est, on va dire, en période incertaine. ouais, Donc finalement, il y a plein de paramètres extérieurs, intérieurs qui vont toujours nous influencer. Mais finalement, là où on peut créer un avantage, c'est justement cette résilience de se dire, OK, en fait, je vois pourquoi je suis stressée, qu'est-ce qui arrive. OK, non, en fait, ça dépend pas de moi. C'est l'économie extérieure, c'est des facteurs extérieurs dont j'ai pas le contrôle mhm, qui finalement m'influencent. Ben non, je vais reprendre le contrôle sur ce que je peux. Et finalement, ça permet finalement de réduire, réguler ses émotions et prendre de bonnes décisions et pas des décisions hâtives. ouais, Et je pense que toi, dans le monde du trading, c'est des choses que on ouais, voit assez ouais. souvent. Donc, Puis, finalement, ça s'applique à tout type de niveau et partout parce qu'en effet, l'argent est émotionnel. ouais. Ben oui, c'est sûr que tu as mentionné le trading, ça est une où est-ce que l'émotion a été vraiment amplifiée, mais je le vois dans mon entreprise de services financiers où est-ce que notre travail est vraiment d'accompagner les gens. Puis on voit l'évolution d'année en année, là, des gens qui s'exposent graduellement. Puis de plus en plus, les gens deviennent confortables avec les circonstances incontrôlables, puis les événements extérieurs. Puis je pense que c'est un peu comme tu as dit, de commencer une bouchée à la fois, puis de commencer tranquillement, puis de s'exposer. Exactement, ouais. Je pense que quand il s'agit d'argent, en tout cas moi, de mon expérience personnelle, j'ai gagné en confiance en effet par l'éducation, en sachant faire des choses, des bons placements, etc. Mais quand j'étais en contrôle de mes propres décisions, quand je peux décider de à quel moment je fais du décaissement, à Ouais, quel moment je décide de changer de stratégie, etc. Et à chaque fois que j'ai pu avoir cette possibilité de prendre des décisions, mais calmement, avec, on va dire, dans une bonne posture, c'est là où j'étais en confiance en fait. ouais.
Et je me dis que c'est ça qu'on devrait avoir accès. Et ça voulait pas dire que je n'étais pas stressée, que j'avais pas peur ni rien. Mais le fait d'avoir eu cette possibilité de prendre justement des décisions en confiance, aujourd'hui, me permet justement de naviguer ces moments d'incertitude, ces moments de doute, mais aussi de profiter quand l'argent est là. Parce que là aussi, c'est un enjeu. On parle beaucoup que les gens sont stressés quand ils n'ont pas d'argent. Mais il y a aussi l'enjeu où les gens aussi, quand ils ont de l'argent, ils ont du mal aussi à le gérer dans le sens émotionnellement. Peur de dépenser, peur d'en avoir moins, etc. Donc, il y a des enjeux des deux côtés. Ouais, puis je suis content que tu l'apportes le point parce que je veux pas que les gens qui nous écoutent identifient le sujet qu'on parle nécessairement à ceux qui veulent créer de la richesse ou qui sont au début d'accumuler de l'argent parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont quand même cette mauvaise relation-là avec l'argent, qui ont quand même des habitudes à améliorer au niveau de comment ils utilisent l'argent. Donc, je trouve que c'est bien que tu aies amené le point. Oui, par exemple, moi, la première fois, moi, j'ai investi depuis très jeune. J'ai eu l'occasion de rencontrer un conseiller financier qui m'a montré les stratégies, qui a pris du temps. Donc, j'ai pu mettre en place une stratégie financière assez tôt. Mais arrivé le moment où il fallait décaisser cet argent, il fallait l'utiliser parce que c'est ça. On épargne, on investit pour dépenser plus tard. Pour moi, c'était impensable. C'était comme, mais je peux pas. C'est comme l'accomplissement que j'ai réussi dans ma vie. Je peux pas le dépenser. Puis on n'a pas envie de revenir à une case en arrière. Là, on veut juste aller vers l'avant. Mais c'est ça, on a l'impression de reculer, mais finalement, à ce moment-là, cette stratégie ne fonctionnait plus. D'un point de vue totalement, on va dire, rationnel, c'est de dire, cet investissement-là ne fonctionne plus, il faudrait l'enlever pour le placer autre part, etc., pour continuer justement, comme tu disais, cette étape en avant ou être aligné avec ma stratégie. Mais j'étais là, j'ai dit, non, ça fait 10 ans que j'investis sur ce compte-là. Hors de question de le fermer. Je crois que ça revient un peu à ce que tu disais de donner un sens aussi à l'argent. Tu sais, si tu as un objectif puis que tu as donné un sens à ce que tu as mis en place, mais tu sais qu'éventuellement, tu vas y toucher puis ils vont une période de décaissement. C'est un peu le même principe avec quelqu'un qui bâtit son entreprise. Un jour, il va la vendre. Oui. Ça va arriver, ça va être à ses enfants ou à un inconnu ou à son partenaire, mais il va avoir un moment où est-ce que son entreprise elle va être vendue puis il va passer à un autre appel. Exactement. T'as dit le mot, c'est le pourquoi de l'argent. Pourquoi on fait ça? Au service de quoi? Quel est l'impact qu'on a envie d'avoir? Et c'est vrai que quand j'ai commencé à 18 ans, c'était une stratégie purement financière, économique, avec quelqu'un de professionnel qui me dit, tu fais ça comme ça, je t'explique. Et puis, quand ça arrivera, et moi, j'étais là, je dis, il y a un plan, je vais suivre le plan. En plus, moi, en étant un bon élève, j'ai suivi le plan à la lettre. Mais à la fin, j'étais là, je dis, mais pourquoi je le fais? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Et en effet, aujourd'hui, que je m'aligne de plus en plus à donner une valeur à pourquoi j'ai envie de faire, quelle est la vie que j'ai envie de mener au service. Parce que l'argent, c'est ça, c'est au service de quelque chose. Je me rends compte, je me dis, mais si j'avais vu ça beaucoup plus tôt, j'aurais changé ma stratégie beaucoup plus tôt, j'aurais investi mon temps, mon énergie, mon argent sur ce qui m'aligne aujourd'hui. Mais bon, il n'est pas trop tard. Ça évolue aussi. Bien sûr. Ça évolue aussi parce qu'au départ, peut-être que tu avais l'intention de mettre en place une stratégie, puis une méthode, puis des habitudes, puis sans nécessairement savoir pourquoi, ton objectif, c'était de mettre en place une habitude ou une stratégie, puis avec le temps, tu as développé une autre sensibilité. Exact. Donc aujourd'hui, oui, c'est comme... tu sais, il y a un point aussi qui est, si on rallie sur la question des femmes, des choses que je vois assez souvent, c'est la question entre la dichotomie entre peut avoir entre on veut être autonome financièrement, mais aussi on veut que ça ait du sens, on veut que ça contribue, surtout on est dans une société où on voit plein d'inégalités, etc. Quand on est sensible à ça, on se dit « ouais, mais je veux me sentir bien dans ce monde-là ». Mais en même temps, pour ça, il faut participer dans un système capitaliste. Je me sens comme coupable. Donc, il y a comme... Et moi, je suis comme à chaque fois entre les deux de me dire entre mes valeurs, mais entre mes besoins, Donc, comment naviguer ça? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire non, moi, je préfère comme me sortir de là, quitte à assumer les conséquences. Et c'est là où je me dis aussi, assumer ces deux parts-là, ça peut être aussi difficile. Mais ça revient un peu à la réaction humaine face au stress de fight or flight. Exactement. Est-ce que tu combats ou tu te sauves? Ce que tu viens d'énumérer, ça m'amenait à... Je voulais te poser des questions sur la satisfaction financière. Je crois que c'est en fait l'équilibre entre les deux positions que tu énumérais, de trouver son point de satisfaction personnelle. Est-ce que tu as des outils ou des trucs que tu pourrais donner aux auditeurs qui nous écoutent pour trouver leur satisfaction financière, calculer leur vie de rêve ou est-ce que ça t'inspire Ouais, cette idée-là de satisfaction financière est arrivée parce que tous les livres que je lisais parlaient de liberté financière. Et je me disais, mais quand est-ce que je vais l'avoir?
quand est-ce que je vais la sentir, comment on se sent, est-ce que je vais comme plus, on va dire, je me sentais à l'aise financièrement et puis je me disais, mais c'est ça la liberté financière, mais je continue à travailler, est-ce que je... Donc c'était de me dire, mais finalement c'est quoi? Donc ça crée ce côté où en fait on va toujours chercher plus, mais je voulais pas forcément plus, je voulais pas forcément moins. Et je me suis dit, mais en fait j'ai juste envie de me sentir comme bien, juste bien. Qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Et c'est là l'idée de la vie de rêve, de dire, bah, en fait, j'ai envie de pouvoir rendre visite à ma famille parce qu'on n'habite pas sur le même continent, au moins une fois par an. J'ai envie de pouvoir manger au restaurant quand j'en ai envie parce que j'aime ça, etc. Donc, c'est là que j'ai commencé à définir et de me dire, ah, mais en fait, ça n'a rien à voir avec avoir 10 portes ou avoir X investis, ça a à voir finalement qu'est-ce que j'ai envie. Et donc là, l'idée, c'est ça, c'est de sa satisfaction financière, il faut être à l'aise avec sa relation avec l'argent. Donc, pour moi, le premier pilier, c'est connaître sa psychologie financière, être à l'aise, et encore une fois, pas chercher la perfection, mais juste connaître qui on est avec l'argent, quels sont justement nos bons côtés et mauvais côtés. Et puis après, finalement, c'est d'avoir une gestion financière de base qui nous convient. Donc, moi, je parle des 4 fantastiques, c'est-à-dire gérer ses revenus, savoir combien on gagne, est-ce qu'on est à l'aise avec ça, gérer ses dépenses, gérer ses dettes si on en a, ou l'utiliser au bon moment. Parce qu'il y a des bonnes dettes aussi. Oui, bien sûr. Moi, j'ai utilisé du levier, puis j'adore les dettes. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que dans le livre, je dis, c'est ni mauvais ni bon, en fait. C'est mi-ange, mi-démon, mais il faut comprendre à quel moment on l'utilise, etc. Et puis, il y a aussi la question de l'épargne. Là, je ne parle pas d'investissement ni rien. Si on est déjà à l'aise avec ces principes-là, si on connaît juste le minimum de qu'est-ce qui fonctionne, si on a un système en place, en fait, on peut déjà se sentir satisfaite de ce qu'on a, en fait. Parce qu'on a cette sensation, comme je disais, la question de faire des choix, d'avoir cette sensation de contrôle en faisant des choix, en prenant des décisions. Et en ayant juste ça, c'est déjà pas mal. Exact, ça amène déjà un sentiment de satisfaction. Mais bien sûr. Une sensation de contrôle, une sensation de... Tu sais, aussi, il y a ce côté de... On veut jouer le jeu. Donc, il y a d'un côté, on a l'impression qu'il y a ceux qui savent bien jouer le jeu, qui connaissent les règles du jeu, et puis il y a ceux qui sont à côté, qui sont en train de regarder. Mais au final, on a tous la possibilité de jouer le jeu parce qu'on utilise de l'argent tout le temps. Et c'est là où je dis, si tu connais déjà, si tu es à l'aise avec ta situation, tu veux pas... Il y a des gens qui veulent gagner 1 million et puis d'autres qui, comme moi, ce que j'ai, mes 50 000, ça me va parfaitement. Mais si tu es à l'aise avec ça, tu as une meilleure satisfaction que celui qui finalement ne sait pas pourquoi il veut 1 million. Exact. Puis j'aime comment tu l'apportes, puis j'aime qu'on en ait parlé parce que je suis dans un domaine de services financiers où est-ce que je ressens les enjeux du transfert intergénérationnel. Puis je suis entre une génération qui travaillait pour leur retraite, puis entre eux et une génération qui ne croit pas à la retraite, puis qui veulent vivre avant la retraite, puis qui veulent en profiter. Donc, selon moi, le travail qu'on fait, ce n'est plus nécessairement la planification de retraite, mais c'est de la planification de satisfaction financière, de liberté financière, puis de pouvoir aider les gens à évaluer et quand ils vont arriver au moment de décaissement, de quelle façon est-ce que ça va être le plus stratégique et avantageux pour eux de le faire. Exactement, c'est ça. Par exemple, moi, au mois de mars, j'ai décidé de me lancer à plein temps sur ma nouvelle activité. Ça, c'est une totale satisfaction financière. En effet, il y a des risques, en effet, il y a des moments de stress, de doute. Je ne dis pas, parce que ça aussi, c'est l'aventure entrepreneuriale. Et il y a aussi l'enjeu financier. Je ne dis pas que je suis dépourvue de ça. Mais c'est un bonheur de pouvoir me dire, OK, je prends la décision au moins pendant 1 an, je vais essayer de lancer ça. Et puis ça ne fonctionne pas, je reviens, etc. Comme on disait, cette confiance de pouvoir, justement, encore une fois, faire des choix, prendre des décisions. Et je pense que c'est là où les gens se sentent comme primés, en fait, de se dire, je ne peux pas prendre ces décisions. Donc là, par exemple, dimanche dernier, j'ai envoyé dans mon infolettre comment calculer son minimum pour vivre. Parce que c'est ça, parfois on se limite à prendre des décisions de changement de carrière, de changement de vie, parce qu'on ne sait pas combien on a besoin de vivre minimum par mois, qui couvre notre satisfaction minimum. C'est le premier exercice que je fais faire aux gens avec qui je travaille, c'est d'évaluer. Souvent, l'exercice va être aussi simple que prendre 6 à 12 mois de relevé d'opérations bancaires ou de carte de crédit pour voir combien tu dépenses. C'est facile de savoir combien tu gagnes quand tu es salarié ou quand tu as une entreprise. C'est facile de savoir combien on rentre, mais de savoir combien on sort, c'est ça l'exercice. Ouais. Mais par exemple, moi, c'était simple de me dire, OK, en fait, je sais que pour couvrir mon minimum, j'ai besoin de 1 600 $. Pour couvrir mon deuxième niveau avec un confort plus, c'est 2 000. En fait, ça me dit, OK, en fait, je peux faire ça pendant 1 an. Sans me soucier, sans me sacrifier, sans être dans un stress total. Je sais que... Et ça, c'est, on va dire, des indicateurs comme ça aussi. Ça nous permet, en fait, aussi de prendre des meilleures décisions. Et c'est là aussi que je me dis aussi que les gens doivent être en capacité de définir leurs propres indicateurs de succès, leurs indicateurs, justement, de décision et autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont identifiés, par exemple, quand on va dire il faut 12 mois sur son, justement sur son épargne d'urgence pour pouvoir, etc. Pour moi, c'était comme trop. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, je n'aurais pas pu le faire.
Ben, moi, de mon point de vue, à moi, je crois que 3 mois, ça le fait bien parce que si, par exemple, on met en place une assurance invalidité, le meilleur ratio de prix, là, le délai de carence, c'est 90 jours. Donc, C'est 3 ça, mois de fonds d'urgence t'amène jusqu'à ta couverture où est-ce que là, tu transfères le risque à un assureur plutôt que de continuer de piger dans tes épargnes. Je crois exactement. que 3 mois, ça se fait bien. Puis, tu sais, les gens qui n'ont pas encore réussi à l'épargner, ben, ça peut être une marge de crédit aussi qui a un montant disponible qui équivaut à 3 mois. Donc, tu sais, il y a des étapes qui se font, mais comme tu as dit un peu plus tôt, L'expérience. exact, puis Expérimenter, exactement, c'est ça. s'entourer de professionnels qualifiés puis qui peuvent nous aider, là, qui ont un point de vue extérieur aussi. Ouais, ça, c'est un point très important. C'est un point que je ramène tout le temps quand je parle avec des femmes, dans mes conférences, dans mes ateliers, etc. Parce que je dis, en fait, qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut oser aller taper la porte des professionnels. Ouais. Moi, c'est toujours, on va dire, j'ai frappé à une porte, ça m'a ouvert des fenêtres, des autres portes, des armoires, etc. Et c'est là que je dis, ça coûte rien, en fait. Exact. Mais ne serait-ce que pousser cette porte-là, quand on est une femme, c'est pour ça aussi que j'adresse les enjeux financiers, quand on est une femme, bah, en fait, c'est la peur du jugement de se dire... Ça demande plus de courage de pousser la porte. Exactement. Ouais. Donc, si on enlève cette barrière de dire, il y a, OK, il y a tout ça, en fait, qui Ouais. rentre en jeu, mais aussi la personne en face est au courant qu'il y a tous ces enjeux-là. Ouais. Mais en fait, ça permet déjà de faire un pas Ouais. vers soi, donc de se dire... Ouais, puis on bon, se sent super bien après. C'est comme la communication quand on a quelque chose Mais avec exactement. quelqu'un. Une fois qu'on a eu la discussion après ça, là, ça tombe puis ça va super bien après. Là. tu gagnes au moins 5 ans de lecture et d'expérience. Ben, en fait, justement, la question d'expérimenter, bah, c'est ça, en fait. L'expérimentation, parfois, c'est pas forcément d'aller investir tout de suite de son côté. C'est justement expérimenter une petite chose. C'est de dire, OK, ben, en fait, tiens, je vais prendre rendez-vous avec Hugo. Ouais. Ne serait-ce que ça, c'est déjà une expérience de dire, je passe 20 minutes ou 15 minutes à discuter avec lui. Quelles sont les informations qui sont importantes pour moi? Qu'est-ce qui en sort? OK, j'ai aimé ou j'ai pas aimé, je refais un autre. Ouais. Ça, c'est déjà une expérimentation. Ouais, puis tu sais, j'apprécie que tu as pris l'exemple en parlant de moi, puis les gens qui vont vouloir me contacter, ça va me faire plaisir de les rencontrer. Puis ce que j'essaie de véhiculer comme message, c'est que c'est pas seulement moi. Tu sais, si vous n'avez pas mon approche, allez voir quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, mais l'important, c'est de prendre action, puis de commencer à le faire pour pouvoir atteindre sa satisfaction financière. Exactement. Mais en fait, moi, ce que je trouve assez intéressant avec l'argent, en tout cas, approché par la relation avec l'argent, c'est tout le monde a sa propre relation avec l'argent, Ouais. tout le monde a ses propres expériences, on a tous à apprendre des uns et des autres. Ouais. Ceux qui en ont plus, ceux qui en ont moins, ceux qui ont des diplômes ou pas de diplôme, etc. Parce que la vie fait que nous sommes tous légitimes à parler d'argent. Et donc, plus on parlera d'argent sur tout et Plus on va n'importe essayer quoi. d'établir. Exactement. Ouais. Parce qu'on peut parler, ne serait-ce que... On n'est pas obligé de parler tout de suite quels sont tes placements, les meilleurs placements, en fait. Quels sont tes traumas financiers, quels sont tes doutes, quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles, etc. Ne serait-ce que ça, en fait, c'est déjà une discussion sur l'argent. Ouais. Exact. Puis si on arrive à la fin de l'épisode, si les gens veulent discuter d'argent avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Donc moi, c'est déclicdufric.com. Donc il y a toutes les informations. J'envoie une infolettre toutes les 2 semaines, un dimanche, un guide. Et donc toutes mes informations sont là, déclicdufric.com. Super. J'espère que ça vous a plu. Ça a été un plaisir pour moi de discuter avec toi. J'espère que tu l'as plu toi aussi. Puis je vous remercie tout le monde pour votre écoute. On se voit au prochain épisode du podcast Outside the Box.